Thank you very much. Merci beaucoup, cher professeur, de nous avoir donné cette vision du grand magasin de l'Asie, un peu comme la Samaritaine des enjeux de sécurité, c'est-à-dire on trouve tous les problèmes de sécurité dans l'avenir de l'Asie. Avant de débattre avec vous, je vais donc passer la parole, c'est la règle dans notre chaire, je vais donc passer la parole à Pierre Journoux, qui est donc spécialiste de l'Asie, qui est aussi familier de cette maison, Paris 1, puisque vous y avez fait vos études, vous êtes vous êtes chercheur, historien à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, docteur en histoire de Paris 1, où vous enseignez également, et vous êtes membre fondateur du Centre d'études sur l'histoire de l'Asie contemporaine, qui est donc un centre de Paris 1. Et donc c'est avec très grand plaisir et avec beaucoup de cohérence que nous allons vous écouter maintenant sur vos commentaires sur la conférence du Dr Lee et puis bien sûr sur les questions que vous voulez lui poser. J'ajoute que vous allez également sortir un ouvrage à l'été 2015, je crois, sur Dien Bien Phu, le basculement du monde. Et alors que vous avez déjà publié ce qui a été votre thèse, qui est le général de Gaulle et le Vietnam, je crois, en 2011. Mais en tout cas, votre prochain ouvrage sort à l'été sur Dien Bien Phu. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse la parole pour 10 minutes. Ensuite, professeur, on reviendra vers vous et j'ouvrirai le débat avec la salle. Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre invitation à transmettre aussi à Louis Gauthier et Hervé Drévillon. Je vais poursuivre en français puisque nous sommes en Sorbonne, que nous avons la chance d'avoir des traducteurs et que mon anglais est so French, comme mes amis américains me le disent souvent. Je suis très honoré aussi d'avoir l'occasion d'échanger avec vous et j'étais frappé d'abord par la hauteur de vue de votre présentation, la globalité de votre analyse. Je pense qu'en France, nous manquons de spécialistes comme vous qui aient cette capacité à décloisonner la recherche, l'analyse stratégique, en particulier sur l'Asie. Nous sommes tous spécialistes d'un pays ou de une poignée de pays, mais c'est difficile d'avoir ce regard qui transcende un peu les appartenances régionales ou locales. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que mon institut serait ravi de vous accueillir, puisque je crois que vous avez fait le tour du monde, mais en excluant la France, nous pourrions vous accueillir, si vous le souhaitez, à l'école militaire dans cet institut de recherche stratégique. Nous en serions très, très honorés. On peut, je crois, facilement s'accorder sur le constat que vous avez fait. Le déplacement du centre de gravité économique et stratégique vers l'Asie et la remise en cause du système de sécurité hérité de la Seconde Guerre mondiale et dominé, on le sait, par les États-Unis, quels qu'aient été ses succès et ses échecs. Ce déplacement du centre de gravité impose à tous, je crois, de trouver les moyens d'un nouvel équilibre, et pas seulement, effectivement, vous l'avez suggéré aux Asiatiques, mais aussi aux Occidentaux, entre guillemets, les moyens d'une nouvelle architecture de sécurité stable et équitable. Donc nous sommes dans une phase de transition, comme toujours assez périlleuse, parfois aussi, souvent même anxiogène, qui confronte l'Asie, vous l'avez dit aussi, un véritable dilemme de sécurité. Les risques sont connus, vous en avez cité un certain nombre, le risque nucléaire, une prolifération nucléaire, celui d'une crise majeure entre des États qui sont prises dans des disputes frontalières, notamment maritimes. On pourrait, je crois, en ajouter d'autres qui ne suscitent pas assez, je trouve, l'attention des analystes, en tout cas stratégistes, probablement davantage des géographes. Je parlais de l'inégal accès des populations et des États aux ressources naturelles, en particulier à l'eau. Je crois que c'est un facteur de tension et de conflit potentiel qui, en Asie, est méconnu et souvent occulté au profit d'autres sources de conflits plus connues. On peut prendre l'exemple de la Chine, qui est peut-être le plus frappant. Hein. La Chine, 21% de la population mondiale, seulement 7% des ressources
en eau. Donc c'est vrai qu'il y a un déficit qui est encore aggravé par la disparité régionale. Il y a effectivement un nord qui est en manque d'eau par rapport à une population qui est majoritaire, ou presque 45% de la population pour 15% de l'eau disponible, alors même que le Sud a effectivement un accès beaucoup plus facile à cette ressource. Et pas de chance, c'est dans ce pays que les ressources en eau déclinent le plus rapidement possible. Donc les autorités chinoises sont très conscientes de ce problème qui pose évidemment tout un tas de risques économiques et sociaux. Alors l'inégalité d'accès à l'eau, je terminerai là-dessus à propos de cet exemple, les pénuries qui existent déjà dans certaines régions donnent d'ores et déjà lieu à des tensions au fort potentiel chrysogène avec les États riverains. Par exemple, les réalisations de centrales hydrauliques ou de barrages sur un certain nombre de fleuves ou de rivières au Tibet, au Xinjiang, dans le bassin du Mékong, ont déjà suscité des tensions avec un certain nombre d'États riverains, que ce soit l'Inde, les États d'Asie du Sud-Est riverains du Mékong, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, etc., le Laos, etc., etc. Donc on a effectivement des sources de crise potentielles qui sont souvent négligées, je crois, chez nous. Je ne sais pas si elles sont davantage étudiées en Corée. Cela dit, les menaces que vous avez citées sont surtout héritées de l'histoire plus que de la géographie, qu'il s'agisse des rivalités de puissance, des disputes territoriales ou des divisions internes à certains pays, dont la Corée. J'ai été à ce sujet frappé par votre souci des nuances et des responsabilités qui consistent aussi à ne pas rendre l'Occident systématiquement coupable de tous les maux MAUX, je précise pour les interprètes, de l'Asie en l'occurrence. Et contrairement à ce que suggèrent un certain nombre d'intellectuels asiatiques ou occidentaux, je pense notamment à un ouvrage récent, China's Diplomacy, Theory and Practice, édité par Yang Jiemin l'année dernière. Les problèmes et les menaces auxquels sont confrontés les États asiatiques ne sont pas tous liés à la colonisation ou, si l'on veut inclure les États-Unis, à l'impérialisme occidental. Évidemment, on ne peut pas nier, c'est une évidence, mais je le rappelle rapidement, la part de responsabilité de l'Occident dans le sentiment d'isolement humiliant qu'a éprouvé la Chine trop longtemps, ni dans les conflits de décolonisation et de guerre froide, comme ceux qui ont ensanglanté les péninsules coréennes et indo-chinoises, ni même dans certains conflits territoriaux que l'Occident a sinon suscité, du moins aggravé, en important un concept de frontière linéaire, là où peut-être l'Empire chinois avait effectivement s'était fondé et développé sur des zones d'influence beaucoup moins clairement délimitées et qui fonctionnaient plutôt bien. Mais dans tous ces conflits, les Asiatiques ont été des acteurs et pas seulement des victimes. Ça va, je crois, dans le sens de ce que vous disiez aussi à un moment de votre intervention. L'historiographie, notamment de la guerre froide, a bien montré cette part-là de responsabilité aussi des acteurs asiatiques dans la guerre froide, bien mal nommée d'ailleurs en Asie, puisqu'elle a été particulièrement chaude. Ils ont fait des choix internes qui ont parfois conduit à des résultats économiques et sociaux désastreux, et en Chine notamment, en Corée du Nord, pour ne rien dire du Cambodge. Ils ont forgé les premières étapes de leur ascension économique dans le sillage de l'engagement des États-Unis en Corée, comme le Japon, ou au Vietnam, comme la Corée du Sud. Ils ont mis en place des régimes forts, pour ne pas dire dictatoriaux, qui n'ont pas su gérer la différence, voire la dissidence, dans des provinces où les minorités ethniques ou religieuses n'étaient pas reconnues, comme en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande, en Chine, etc. Cela dit, ce sera une question, les Occidentaux, à commencer par les États-Unis, ont-ils fait assez d'efforts pour tenter d'atténuer, de mettre fin aux sources de conflits potentiels en Asie ? Le droit international, auquel nous sommes particulièrement attachés, et les normes occidentales, ont-elles été efficaces pour résoudre les conflits qui existent en Asie ? Ne sont-ils pas aussi, ces Occidentaux, responsables d'erreurs
majeur, notamment dans la guerre contre le terrorisme, comme Bush Jr. l'a nommé, qui a conduit les États-Unis et leurs alliés à s'engager bien imprudemment en Afghanistan, en Irak, voire en Libye plus récemment. Alors même que le terrorisme touche tous les continents, il préoccupe particulièrement d'ailleurs l'Asie du Sud-Est, en tout cas les États musulmans d'Asie du Sud-Est actuellement, parce qu'il y a un certain nombre de départs en direction de Syrie et d'Irak, donc la France n'est pas la seule concernée, et que sans doute il faut une réponse forte et collective qui transcende les clivages géographiques à cette épreuve. Alors à toutes ces questions, il paraît difficile d'apporter une réponse positive, mais je serais très intéressé par connaître la vôtre. Et j'en ajoute une autre, plus globale encore. On met souvent l'accent, quand on évoque l'Asie aujourd'hui, sur les risques de conflits interétatiques. Est-ce qu'on n'occulte pas, ce faisant, une réflexion sur les causes de la paix? Il me semble que la paix qui existe, la paix relative certes, mais qui existe de fait depuis 1979, depuis le dernier conflit bilatéral entre la Chine et le Vietnam, mérite des études que nous n'avons pas encore produites. Sont-ce des raisons économiques, sociales, culturelles, politiques qui expliquent effectivement cette absence de guerre, au moins au sens classique du terme? Est-ce qu'on s'est suffisamment interrogé sur les facteurs favorables à la paix en Asie? Donc là, j'inverse un petit peu votre proposition pour avoir votre point de vue. Je sais que le PRIO, le Peace Research Institute of Oslo, a développé un programme de recherche précisément sur cette question, et on attend les résultats à la fin, je crois, de cette année, sous l'égide de Stein Tonnesson, peut-être que vous le connaissez, il est norvégien. Et peut-être pour terminer sur une note un peu plus positive, optimiste, il est toujours bon d'espérer, il existe aussi des mécanismes plus informels, peu contraignants, c'est vrai, peu rigides, mais qui, de fait, ont favorisé la socialisation des dirigeants asiatiques, permis d'atténuer certaines tensions, peut-être aussi d'éviter des conflits. Je pense bien sûr à l'ASEAN, qui a soldé elle-même plusieurs conflits territoriaux, notamment entre l'Indonésie et la Malaisie. Je pense à son forum de sécurité régionale, l'Asian Regional Forum, qui a été créé en 1994, entre parenthèses, grâce à une coopération des think tanks aséaniens assez efficace. Et je pense aussi aux relations de parti à parti, de parti communiste à parti communiste, en l'occurrence, entre deux États qui, vous le savez, entretiennent une relation extrêmement ambivalente et conflictuelle, la Chine et le Vietnam. Et on l'a vu dans la dernière crise qui a opposé les deux pays et la suite de l'installation d'une plateforme pétrolière dans la mer de Chine méridionale, au printemps 2014. Il y a eu effectivement une montée en puissance verbale, je dirais, dans les deux camps, mais parallèlement, et très vite après cette crise, la reprise d'un dialogue, précisément de parti à parti, au plus haut niveau, et il semblerait que les résultats aient été relativement concluants. Donc il y a une forme de souplesse dans les rapports, je crois, interétatiques en Asie, visible ou invisible, d'ailleurs, on devrait aussi étudier davantage la diplomatie secrète, mais qui me paraît être un facteur d'optimisme. Et je terminerai aussi par une dernière question, si on me le permet, sur le rôle de l'Europe. Vous êtes coréen, la Corée du Sud a des relations aussi difficiles, voire conflictuelles, avec le Japon. Le Japon et la Chine, vous en avez parlé, ont des relations plus que tendues. Et je crois qu'il existe en Asie du Nord-Est des groupes, des forums, des groupes qui se réunissent, notamment entre historiens, puisque je suis historien, je vais rester dans ce registre, pour tenter d'écrire une histoire partagée. Parce qu'on sait que rien de durable ne peut se construire sans une vision saine, lucide du passé, y compris du passé le plus conflictuel.
Et en Europe, nous avons effectivement une expérience que vous connaissez, qui fait l'objet de maints colloques, maints ouvrages, en particulier en Asie. Mais j'aimerais avoir votre sentiment sur ce que pourrait être, non seulement par rapport à l'histoire, mais par rapport au présent, à l'actualité, aux enjeux, aux défis du présent, le rôle de l'Union européenne et en particulier celui de la France. Merci beaucoup. Professeur, donc vous allez pouvoir répondre comme vous voulez à toutes ces questions ou à seules celles que vous voulez répondre. Ensuite, moi j'aurai également 2 commentaires et 2 questions sur votre intervention et j'ouvrirai donc le débat avec la salle. Je vous en prie. Thank you very much for your... Merci beaucoup pour ces remarques et ces questions. Permettez-moi d'y répondre brièvement pour que nous puissions échanger ensuite avec le public et consacrer plus de temps à cela. Est-ce que l'Occident a assez fait pour prévenir les conflits en Asie? La réponse, c'est non. Mais finalement, ce n'est pas la faute de l'Occident. Ceci parce que traditionnellement, les États-nations asiatiques régissent la paix et la sécurité à travers des régimes nationaux. Donc s'il y a des États forts comme en Chine qui existent depuis des siècles, cela fonctionne. Mais une fois que cet ordre centré sur la Chine s'est affaibli, les problèmes ont surgi. Donc oui, le droit international, y compris des normes, il a fallu longtemps pour que l'Asie adopte ces normes et je pense que c'est lié au développement politique fondamentalement. De toute évidence, la guerre contre le terrorisme a eu des conséquences. Regardez ces pauvres Japonais, les 2 journalistes assassinés par l'État islamique ces derniers jours. Il y a 2 jours, j'étais à Tokyo. J'espérais que le journaliste soit libéré, mais malheureusement, il ne l'a pas été. Donc l'Asie, le Japon, la Corée du Sud ou même la Chine font tous face à cette menace terrible de l'État islamique. Y a-t-il des signes d'optimisme pour la paix en Asie? La réponse, c'est bien évidemment. Et la question est celle du coût d'opportunité. Parce que l'Asie a tellement accompli de progrès économiques et sociaux, une autre guerre majeure serait totalement destructrice. Personne ne souhaite la guerre en Asie. Et donc, toute mon hypothèse ici dans cette présentation et dans mon ouvrage, c'est de dire qu'à moins que l'Asie n'arrive à coopérer davantage, il y aura de nombreux défis de sécurité à l'avenir. C'est donc une alerte précoce que je souhaite diffuser auprès de mes camarades asiatiques. Je crois à 2 choses, cette paix commerciale, comme l'appellent les universitaires, et deuxièmement, la paix démocratique. La paix commerciale, c'est-à-dire plus il y a d'échanges, plus il y aura de possibilités de coopération plutôt que de guerre. Et la théorie de la paix démocratique consiste à dire que les démocraties s'attaquent rarement entre elles. Donc finalement, si on souhaite la paix, il faut plus d'échanges, des échanges plus étroits et plus de démocratie. Et c'est fondamentalement ce qui se produit aujourd'hui en Asie. Regardez les accords de libre-échange, regardez les progrès de l'ASEAN. Mais la mise en garde est la suivante. Presque tous les problèmes de fond n'ont toujours pas eu de solution aujourd'hui. Je pense que ces problèmes de fond vont encore perdurer pendant plusieurs générations. Donc oui, quel est le rôle de l'Europe dans tout cela? Eh bien, pour la plupart des Asiatiques, l'Europe est très lointaine au sens politique. Sur un plan culturel et économique, l'Europe est très proche. Mais on se demande ensuite, qu'est-ce que les Européens peuvent faire pour l'Asie? Ma réponse est très simple. S'assurer qu'il y ait de la stabilité dans votre région du monde. Pourquoi? Car s'il y a de l'instabilité en Europe, je peux vous garantir qu'il y aura des défis en Asie. S'il y a de l'instabilité en Asie, cela va avoir un impact sur votre qualité de vie ici en Europe à cause de la mondialisation, à cause des échanges, à cause du fait que cette masse continentale eurasiatique est là. Pourquoi est-ce que Poutine m'inquiète? Parce que ce qui se produit aujourd'hui en Ukraine, je l'espère, ne va pas se diffuser à d'autres parties de l'Europe. Mais l'insécurité en Europe a un impact pour les Asiatiques aussi. En Corée, nous nous sommes tournés vers le modèle européen comme source de discours politiques de développement économique. Et beaucoup disent que l'un des enseignements clés à tirer de l'Europe est celle de la réunification
allemande. Oui, j'ai vécu en Allemagne en tant que jeune garçon, mais je pense qu'il y a une différence fondamentale entre l'Allemagne et la Corée. La réunification de l'Allemagne a eu lieu au moment le plus faible de la puissance soviétique, lorsque l'Union soviétique ne pouvait s'opposer à la réunification de l'Allemagne. Alors que si un jour la Corée est unifiée, cela se produira lorsque la Chine sera à l'apogée de son pouvoir. Donc sans l'aide ou l'assistance chinoise, il est malaisé d'imaginer aujourd'hui une Corée unifiée. Et c'est, je pense, la démocratie et le libre marché et une population libre qui reste l'horizon. Je m'en tiens là et j'attends les questions. Merci. Deux questions, une un peu générale et l'autre plus précise sur la Corée du Nord. Le commentaire et la question générale est celle-ci, sont ceux-ci. Moi, ce que j'ai aimé dans votre conférence, c'est que vous nous avez montré que l'Asie était à la fois une réalité puissante, importante, et une fiction. La réalité, parce que vous nous avez bien montré la montée en puissance de l'Asie sur les 30 dernières années, et les parts de marché, l'achat des bons du Trésor américain, enfin tout ce qu'on sait sur la puissance sonnante et trébuchante de l'Asie, ça c'est vrai, qui tire l'économie mondiale aujourd'hui avec des taux de croissance supérieurs à 5%, mais une fiction totale. Et vous l'avez très bien montré, ces pays asiatiques sont totalement divisés, se détestent. Il n'y a pas eu de traité de paix. C'est le seul endroit du monde où la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas conclue par un traité, ce qui est vrai. Les systèmes politiques évoluent de façon très différente, avec des pays démocratiques, d'autres des pays autoritaires. Et donc, ce qui est intéressant effectivement dans votre conférence, c'est de relativiser la puissance accordée à l'Asie. Et moi, en tant que Française qui ne connaît pas grand-chose à l'Asie, j'ai une obsession, ce qui est la Chine. Donc ma question générale sur la Chine est celle-ci. Moi, je vois 3 scénarios et j'aimerais avoir votre avis sur les 3 scénarios possibles d'évolution de la Chine. Il y a un premier scénario qu'on dit scénario positif, qui est le scénario petit à petit de la démocratisation de la Chine. Vous l'avez appelé de vos voeux. Vous avez dit que même le régime communiste le plus solide ne peut pas tenir ensemble 1,3 milliard d'habitants. Et donc, que petit à petit, la théorie bien connue de sciences politiques, c'est-à-dire l'accumulation du capital, emmènera à la liberté de l'acteur économique, qui elle-même emmènera à la liberté de l'acteur privé. Et du coup, un jour, la Chine deviendrait un État démocratique. Ça, c'est le scénario idéal, positif, dont on peut rêver. Premier scénario. Deuxième scénario, qui est le scénario inverse, qui est le scénario d'une Chine communiste ultralibérale. C'est le scénario nouveau, moderne. Si la Chine réussit à inventer un modèle pour dire au monde, on peut être un régime autoritaire et une économie ultralibérale de marché. Si c'est ça, elle est concurrente du modèle américain pour le développement d'une bonne partie de ce qu'il ne faut plus appeler le tiers-monde. Et puis, troisième scénario, qui est le scénario de rupture, bien, les Chinois n'y arrivent pas, ni à devenir une démocratie, ni à maintenir ensemble les communistes, et donc c'est un scénario de troubles intérieurs, voire de guerre civile. Voilà, moi, c'est ce que je vois comme scénario possible. Le premier scénario de la Chine démocratique, c'est une très bonne nouvelle, mais ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'Occident, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucune raison de préférer l'Amérique à la Chine, hein, si la Chine devient une démocratie comme tout le monde. Non, mais il faut aller jusqu'au bout des scénarios. Le deuxième scénario est le scénario compétitif, c'est-à-dire un modèle chinois vraiment concurrentiel au modèle américain et qui peut plaire sur plus de la moitié de la population de la planète, parce que c'est plus facile. Et le troisième scénario que tout le monde redoute, la guerre civile. Donc, première question, quel est à votre avis le plus probable de ces scénarios qui tous me font peur? Deuxième question plus précise sur la Corée du Nord. Vous avez dit à un moment, vous avez parlé à un moment de la question nucléaire nord-coréenne, et moi c'est un point sur lequel je n'ai jamais compris la politique chinoise. Et donc si vous pouviez donner quelques éclaircissements, quel est le degré de contrôle, d'influence, d'inquiétude de la Chine sur le développement nucléaire de la Corée du Nord, je crois que ce serait très utile pour les étudiants de cette chaire. Merci.
I think for a non-specialist, Eh bien, pour une non-spécialiste, vos questions sont tout à fait expertes, me semble-t-il. Alors, je vais d'abord traiter votre première question sur les 3 scénarios potentiels pour la Chine. Personne ne sait ce qui va se produire en Chine. C'est une question qu'on me pose sans arrêt et je dis à mes amis aux États-Unis ou ailleurs qu'il a fallu 700 à 800 ans pour que la Chine construise la Grande Muraille. Tout fonctionne? Oui. C'est une question qu'on me pose incessamment, celle de l'avenir de la Chine. La Chine est une grande civilisation. Ce n'est pas un pays, c'est une civilisation, comme Lucien Pai l'a dit. C'est une civilisation qui essaye de se faire passer pour un pays. Une civilisation qui a mis 800 ans pour construire la Grande Muraille, quelque chose qui nous dépasse, qui est plus forte que nous tous. C'est la patience. Les Chinois ont une patience incroyable. Si je ne peux pas le faire dans cette vie, mon fils le fera. Et si mon fils ne le fait pas, ce sera mon petit-fils. Si mon petit-fils ne le fait pas, ce sera mon arrière-petit-fils. Leur vision, leur appréhension du temps est à échéance de 100, 200, voire 300 ans. Et en ce sens, je pense que les 3 scénarios ne vont pas se produire de notre vivant. Mais si je puis me prononcer, le plus probable me semble être le deuxième. Je vais passer en revue rapidement les 3. Et si la Chine devenait un grand Taïwan, c'est-à-dire une grande démocratie, est-ce que le monde serait un meilleur endroit? Oui, très certainement, mais la Chine serait aussi très nationaliste. La Chine sera toujours la Chine, peu importe que ce soit un empire, une dynastie ou le Parti communiste. C'est un mécanisme qui va être en place pour l'élite au pouvoir et les Chinois valorisent leur propre culture et leur place dans le monde en tant que royaume. Et ce sentiment ne va pas changer parce que la Chine est communiste ou devient tout d'un coup démocratique. Aujourd'hui, la grande discussion est de savoir si le consensus mondial est le consensus de Pékin ou le consensus de Washington. Et c'est là que la discussion sur les valeurs asiatiques rentre en jeu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'asiatique, je m'oppose à cette idée du consensus de Pékin. Pourquoi? Je vous le dis, je jouis de ma liberté. J'aime vivre dans une démocratie. Je travaille pour ma présidente, mais ma présidente n'est pas sans faille. Nous avons la liberté de la presse en Corée comme vous en France. Et le droit de critiquer sa classe gouvernante est un droit fondamental. Et je n'y renoncerai pas. Et comme je l'ai dit, le Japon, la Corée, le Taïwan ont montré que l'Asie peut être à la fois prospère et libre. À mon sens, il ne faut pas débattre pour savoir si l'Asie peut ou ne peut pas être libre. Nous avons montré que nous pouvons l'être. La question, c'est comment consolider la démocratie, comment renforcer les institutions. À Taïwan, comme je l'ai dit, il y a une longue histoire de coups d'État militaires. Mais regardez l'Indonésie, gouvernée pendant 40 ans par Sukarno, puis Suharto, et à présent, 4 alternances pacifiques dans un pays de 270 millions d'habitants. Et on ne se rend souvent pas compte de la taille de l'Indonésie. J'y ai vécu jeune, mais d'un bout à l'autre, c'est la même distance que entre New York et Los Angeles. Si l'Indonésie peut le faire, si ce pays peut se développer sur un plan économique et établir la démocratie, alors le modèle de développement et de démocratie en Asie est garanti. Et enfin, sur les questions nucléaires et sur la politique chinoise vis-à-vis de la Corée du Nord, eh bien, ces rapports sont très troublés. C'est pour la Chine le seul allié au monde et vice-versa. Et je dis à mes amis chinois, si vos meilleurs amis en Asie sont la Corée du Nord, le Pakistan et la Birmanie, très bien, gardez ces amis. Mais le problème fondamental pour la Chine, c'est le suivant. La Corée du Nord, c'était un pays tampon contre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Or,
Avec la mondialisation de la Chine, l'écart de pouvoir entre la Corée du Nord et la Chine devient trop important. C'est-à-dire que la Corée du Nord n'est plus aussi importante qu'elle l'était auparavant pour la Chine. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que les Chinois ne font pas pression sur la Corée du Nord ou pourquoi ne sont-ils pas inquiets de l'instabilité? Ils s'inquiètent du fait que des milliers de réfugiés puissent arriver en Chine. Ils s'inquiètent d'un conflit potentiel accidentel. Donc oui, ils s'inquiètent comment gérer ce régime. Comme vous le savez, il n'a qu'une trentaine d'années. Il a des armes, des missiles nucléaires et ce nombre s'accroît. Mais finalement, nos amis chinois savent que le futur de la Corée se trouve plutôt dans le sud que dans le nord. Comme je l'ai dit, ma présidente s'est réunie avec Xi Jinping 5 fois. C'est la première fois dans l'histoire de la Chine qu'un dirigeant chinois s'est rendu en Corée du Sud avant d'aller en Corée du Nord. Et en fait, Xi Jinping n'est pas encore allé à Pyongyang. Pourquoi? Parce que les Chinois sont en train de transmettre un message très discret à Pyongyang. Il faut changer. Lorsque le mur de Berlin est tombé, ou juste avant, c'était le 40e anniversaire de l'Allemagne de l'Est, de la RDA, et Mikhail Gorbatchev était en visite à Berlin à l'époque. Et Honecker, le dernier secrétaire général du Parti communiste de l'Allemagne de l'Est, était là. C'était l'un des leaders les plus conservateurs. Mais qu'a dit Gorbatchev à Honecker? Il lui a dit, me semble-t-il, ceux qui s'opposent au changement historique en paieront le prix. À l'époque, l'Allemagne de l'Est était déjà sur le point de connaître une transformation profonde. Et pour la Corée du Nord, je ne sais pas quand cela interviendra, mais ce statu quo d'aujourd'hui ne peut durer éternellement. Réponse. Alors, je vais regarder la salle. Est-ce qu'on a un micro? Oui. Monsieur. Armel. Monsieur, juste là. En français, oui, oui. Merci, j'ai été très impressionné par l'exposé. J'ai été frappé par le fait que vous n'avez jamais prononcé le mot Afrique. L'Afrique, dans 50 ans, les démographes, je suis toujours surpris que les démographes sachent dans 50 ans comment les enfants auront un désir d'enfanter. Ils nous disent que dans 50 ans, il y aura le quart de la population mondiale sera africaine. Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que vous considérez qu'il n'y aura pas de rapport entre l'Asie et l'Afrique? Et s'il y en a, est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue au plan économique et au plan religieux? Peut-être on va prendre 3 questions, hein, et puis après je reviendrai vers vous. Alors, il y a monsieur là-bas, le jeune homme là-bas. Allez-y. Your Excellency. Okay. Votre micro, non? Your Excellency, I was pleased to hear you. Votre Excellence, j'étais très heureux de vous entendre sur ces questions très intéressantes en Asie. J'aimerais connaître votre opinion sur les rapports entre la Chine et la Russie. Ainsi que cette nouvelle méthode unilatérale d'échange, cette nouvelle monnaie pour gérer leurs relations commerciales, leurs échanges. Quel est le rôle de la Russie en Asie? Question sur les relations bilatérales entre la Russie et la Chine et les nouvelles politiques commerciales qui se sont développées entre les deux pays. Une troisième question, s'il vous plaît. Question de même nature, mais qui concerne l'Inde, qui est l'autre géant et qui technologiquement évolue de façon aussi très rapide, mais démographiquement de façon très contrastée. Quid des relations Inde-Chine dans les 20 ans, 30 ans qui viennent? Inde-Chine. Voilà. Donc, vous avez vos 3 premières questions. And then on en prendra 3 autres. Monsieur, au fond, là-bas, avait demandé.
Merci beaucoup. Je n'ai pas parlé de l'Afrique puisque ce n'était pas l'axe central de ma présentation, mais vous avez tout à fait raison. L'Afrique est très loin des préoccupations des Asiatiques, sauf pour l'énergie et les échanges économiques. J'ai vécu au Congo-Brazzaville lorsque j'ai grandi et aussi en Ouganda lorsque j'avais 10 ans, puisque mon père a servi dans ces deux pays. Je ne suis pas expert sur l'Afrique, mais il me semble qu'il y a de nombreux pays africains où même si nous ne les connaissons pas très bien, il y a des progrès économiques et sociaux tout à fait impressionnants. Mais les tailles de marché dans l'ensemble en Afrique, à l'exception du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, sont très faibles comparées aux pays asiatiques. Donc pour la plupart des entreprises asiatiques, faire des affaires avec l'Afrique, c'était surtout l'Afrique du Nord, avec des progrès d'infrastructures en Libye, en Algérie, etc. Mais pour la plupart des pays asiatiques, la question était de créer des liens pour garantir l'approvisionnement énergétique. Donc, c'était le Moyen-Orient et le Golfe. Les Chinois sont aussi au Soudan, au Nigeria, dans d'autres pays africains pour des raisons d'approvisionnement énergétique. Mais ils ont fait l'objet de critiques sérieuses. Pourquoi? Parce qu'ils s'y engagent indépendamment de la situation politique et ils ne s'intéressent que aux ressources en énergie. Et il y a eu un impact très négatif sur la diplomatie chinoise, que ce soit le Japon ou la Corée du Sud. Ils se rendent compte qu'il faut plus d'aide au développement, plus d'échanges avec les pays africains, mais pour être franc, les relations culturelles, les liens économiques, l'interaction sociale restent encore très très limitées, pas seulement à cause de la distance géographique, mais aussi en raison d'un manque d'éducation de la part des Asiatiques et il faut faire des progrès dans ce domaine. Concernant les rapports entre la Chine et la Russie, c'est une question tout à fait centrale. Pourquoi est-ce que M. Poutine se tourne de plus en plus vers la Chine? Eh bien, c'est parce qu'il se rend compte, et pas seulement à cause de la crise en Ukraine et en Crimée, que le futur de la Russie dépend de la Chine. Mais c'est une arme à double tranchant. Si vous regardez les projections démographiques de la Russie, c'est terrible. C'est très mauvais pour la Russie. Mais si vous regardez l'Orient de la Russie, à l'est de l'Oural, eh bien, de plus en plus de Chinois partent s'installer dans l'extrême-orient russe que des Russes blancs. Donc sur le plan démographique, la Chine a l'avantage et les Russes le savent bien. La Russie coopère avec la Chine aujourd'hui parce qu'ils veulent obliger les États-Unis, ils veulent les acculer et puisque la Russie n'a plus d'alliés en Europe. Mais à plus long terme, plus la Russie coopère avec la Chine, plus ce sera à l'avantage de la Chine et non pas de la Russie, à mon sens. Sur l'Inde et la Chine, j'étais en Inde il y a 3 mois environ et l'Inde a des sentiments très ambigus vis-à-vis de la Chine. Pourquoi? Les Chinois rentrent dans l'océan Indien et les Indiens s'en inquiètent. Pendant longtemps, ils ont considéré l'océan Indien et la baie du Bengale comme leurs eaux. Mais pour la Chine, que ce soit le Pakistan ou la Birmanie, ils veulent rentrer dans l'océan Indien en tant que source majeure d'énergie qui passe depuis le Moyen-Orient par le détroit de Malacca et puis dans les mers de Chine méridionale. Donc pour l'Inde, il faut se demander qui est une menace plus importante, la Chine ou le Pakistan. Et à plus long terme, à en croire les Indiens, c'est la Chine. C'est pourquoi l'Inde coopère de plus en plus avec les États-Unis. Pendant la guerre froide, comme vous le savez, l'Inde avait comme allié de sécurité le plus proche la Russie, mais ce n'est plus le cas. Et l'Inde, aujourd'hui, sait à quel point il faut renforcer les liens avec les États-Unis, le Japon et d'autres pays asiatiques.